Savez-vous quelle est la différence entre écologie et éthologie? J'ai étudié les deux. Si je vais vous parler de ça, c'est par rapport à des orientations économiques que prend le monde et à nos comportements humains qui pourraient être meilleurs. L'écologie, c'est l'étude du groupe des animaux, dirons-nous pour être simple, alors que l'éthologie va être plus l'étude du comportement d'un individu ou d'un tout petit groupe d'individus. L'envie d'en parler m'est venue quand j'ai changé la caisse de mon chat que j'avais oublié depuis 3 semaines. Ça m'a rappelé combien j'étais capable de faire ce genre de choses. Mais même si vous n'avez pas de chat, je vais essayer de vous expliquer pourquoi cela me fait penser à l'évolution de l'humanité et des restes de réactions humaines rétrogrades que l'on voit encore. En fait, je m'y connais bien en crotte d'animaux parce que j'ai commencé ma carrière aux Zoo de Vincennes. Et quand vous avez le plaisir de donner à manger à un éléphant du style 300 kilos de foin, c'est génial. Mais imaginez bien ce qu'il se passe le lendemain quand vous devez ramasser ce que les 300 kilos de foin sont devenus. Vous devenez blindé en ce qui concerne le ramassage de crottes, je vous assure. Mais revenons à nos moutons. Si je suis devenu soigneur d'animaux, métier très mal payé, c'est vraiment par passion. C'est aux Zoo de Vincennes, durant ce premier métier que j'ai eu, que j'ai lu le premier livre de Jane Goodall, fantastique naturaliste qui avait travaillé sur le comportement de nos cousins les chimpanzés. Très proche des humains finalement, trouvera-t-elle au bout de nombreuses années. J'ai eu l'honneur de rencontrer Jane Goodall de 40 ans plus tard, grâce à mon ami Yann Arthus Bertrand qui m'avait invité pour fêter ses 80 ans à Paris. Les 80 ans de cette grande dame ont été impressionnants pour moi parce qu'elle a été un vrai déclencheur de certaines réflexions. Je me suis dit à l'époque où je lisais ce livre, justement, que je ne resterais pas à soigner les animaux aux Zoo de Vincennes, mais que j'irais vraiment plonger dans l'écologie pour être au plus proche de la faune sauvage dans ses habitats naturels. Quand je dis plonger, ça a bien été le cas, puisque je suis parti en Afrique centrale, où j'ai réussi à commencer ma carrière sur les crocodiles, mais aussi dans les marais de Guyane, donc vraiment au fin fond des marécages. En étudiant les crocodiles, j'ai observé une différence fondamentale de comportement entre les crocodiles qui vivaient vraiment dans la forêt, que ce soit sur les berges recouvertes de végétation, ou que ce soit dans la forêt elle-même, tels que le font les crocodiles nains d'Afrique, et les autres crocodiles tels que les caïmans noirs de la famille des alligators, qui vivent dans des marécages très ouverts. Ces observations de comportement portaient sur la crainte des autres, et plus ou moins sur la peur en général. En fait, cela s'explique assez bien quand on observe l'environnement de ces êtres vivants. Le crocodile nain vit très peu dans l'eau, vraiment dans la forêt. Imaginez donc cette forêt tropicale humide, on est là au niveau de l'équateur, donc dans ces grosses jungles. À chaque instant, un prédateur peut déboucher de derrière un arbre. L'alligator, ou le caïman noir en Guyane, vit lui dans un milieu très ouvert, où il voit de très loin ce qui peut arriver, et il a le temps très tranquillement de se déplacer ou de se cacher. Il aura donc foncièrement, naturellement, beaucoup moins peur de quoi que ce soit. C'est logique. J'ai mené des études très drôles en ayant à côté de mon lit à Paris pendant 1 an, dans un aquarium de 160 litres, un jeune crocodile nain que je pouvais voir en permanent dans son comportement et qui pouvait, lui, me voir en permanent. Il n'est en aucun cas devenu moins peureux. Parce que c'est vraiment dans ses gènes d'être sur ses gardes. Lorsque je travaillais au zoo, j'ai vu là par contre des comportements individuels différents. Je me souviens d'une girafe
qui, lorsqu'il fallait traverser le couloir pour aller de sa loge vers le parc extérieur des girafes, elle avait toujours peur de tout ce qu'il pouvait y avoir dans le couloir. Il suffisait qu'il y ait une éponge posée sur un radiateur, ce qui changeait à ce qui était d'habitude, et elle ne passerait pas dans le couloir, alors que les autres girafes passaient tranquillement. De la même façon, je m'occupais d'Élan du Cap. Et là, je me souviens d'une femelle très peureuse. Eh bien, cette jeune femelle était capable de faire paniquer l'ensemble du groupe en commençant à partir en courant et en se jetant contre les grillages, alors que dans d'autres groupes, tous les animaux étaient paisibles. C'est la première note que je vais dire qu'il faut garder à l'esprit dans les groupes humains. C'est la même chose si on a un groupe qui est stable, où les gens ont confiance en eux parce qu'ils ont l'habitude de voir venir ce qui se passe, en comparaison à un autre groupe qui va avoir à l'intérieur un individu qui va avoir peur, potentiellement peur de tout, et bien tout peut se transmettre à l'ensemble du groupe. Le comportement des humains dans notre société moderne est extrêmement jeune en termes d'évolution. On le comprend bien en tant qu'écologue, nous sommes une espèce comme une autre. Bien sûr, nous avons notre propre évolution, mais en fait, en termes d'évolution de nos gènes, cela prend autant de temps que chez une autre espèce animale que l'on voit évoluer tout doucement dans ses comportements. Je vais me permettre de vous demander de penser à ce qu'était l'homme il y a quelques milliers d'années. Quelques milliers d'années, c'est rien du tout justement pour l'évolution d'une espèce. Eh bien, les hommes étaient des chasseurs-cueilleurs, puisque nous sommes originaires d'Afrique. Et c'est là où, en fait, on avait besoin de grands espaces avec de maigres troupeaux d'antilopes éparses, et ça, la base de nos protéines qui ont fait grandir l'espèce humaine. Après, il y a eu l'agriculture, mais la base de l'évolution pendant des milliers et des milliers d'années avant cette période d'évolution vers l'agriculture, eh bien, ça a été ça, le mode de vie des êtres humains. Et là, quand on survit grâce à quelques troupeaux d'antilopes dans d'énormes espaces, eh bien, dès qu'il y a un autre groupe, le chasseur-cueilleur doit se défendre. Parce qu'il a besoin de ce grand territoire et il ne veut pas qu'il y ait d'autres qui viennent dessus parce qu'il n'y aurait pas assez à manger. Donc, naturellement, pour sa survie, l'humain a développé un réflexe d'agressivité envers les nouveaux autres groupes qui pourraient venir sur son territoire. Cette agressivité naturelle, on la voit encore maintenant au niveau génétique donc. Moi, ce que je voudrais vous dire maintenant, c'est qu'il est important de concevoir qu'elle ne peut que disparaître au vu de l'évolution de l'espèce humaine, ou bien c'est nous qui allons disparaître. Et dans notre évolution, on a aussi acquis l'intelligence de l'adaptation. En effet, un groupe peut gagner contre un autre groupe, mais statistiquement, si un groupe doit se battre contre 10 autres groupes, il y a toutes les chances de perdre. Donc, plus les groupes sont nombreux, plus les groupes sont proches, et moins cet instinct de survie naturelle que nous avions il y a quelques milliers d'années va assurer en fait la véritable survie de l'espèce humaine. Les Nations Unies estiment que l'on est passé à une population mondiale de plus de 8 milliards d'habitants en octobre 2022, alors qu'on était 1 milliard il y a seulement 2 siècles. Et ça va continuer probablement jusqu'à 11 ou 12 milliards. Il n'est plus possible pour l'humanité de survivre en gardant cette animosité ancestrale de chasseurs-cueilleurs. Les êtres humains agressifs envers les autres, ceux qui veulent se battre pour protéger ce qu'ils pensent être nécessaire pour eux, sont voués à disparaître au vu des statistiques du nombre d'êtres humains sur la planète contre qui ils devraient se battre. Ils ont l'excuse d'avoir ça dans leur gène, du temps où ils étaient chasseurs-cueilleurs. Malheureusement, si nous avons des leaders qui transmettent cette peur ancestrale, comme ma petite antilope qui faisait courir tout son groupe contre les grillages aux eaux de Vincennes et qui les menait à leur perte, eh bien,
le monde sera perdu. L'humanité sera perdue. Il est donc crucial que nous trouvions justement des leaders qui soient capables de passer au-delà de cette réaction ancestrale et d'apaiser les autres pour l'avenir de cette humanité qui n'est plus celle de chasseurs-cueilleurs, mais qui doit maintenant vivre ensemble. Parce que nous avons trop de proximité fatalement et que ça va perdurer. Mais cette proximité, on peut la mettre en avant dans l'entraide que l'on peut avoir. L'intelligence adaptative de l'homme est phénoménale. Si on se donne les moyens de mettre en avant notre capacité d'adaptation, nous pourrons revivre en harmonie avec la nature. Et Dieu sait combien cette nature, on la voit quand on a la chance de replonger dedans, quand on voit des merveilleux paysages, quand on se retrouve dans des forêts, eh bien on se sent bien. On en a besoin, l'humanité en a besoin de cet environnement naturel, de voir ces savanes et de voir ces petits paysages français même que nous avons. Pour finir, si vous pensez qu'on peut changer les choses au niveau individuel, pensez juste à un moment donné lorsque vous croisez quelqu'un dans la rue. S'il fait une grimace, qu'est-ce que vous faites? Vous le regardez, votre visage reste soit neutre ou soit vous répondez une grimace. C'est aussi automatique que ça. Par contre, ce qui est aussi automatique, c'est que si vous croisez quelqu'un dans la rue, quelqu'un qui sourit, eh bien, automatiquement, cela va vous amener à sourire. Nous sommes tous des transmetteurs de paix et de bonne humeur si nous le voulons. Allons-y donc.